Bon, ben, enchantée, du coup, c'est Fanny et moi-même, Tiziana, on va vous présenter des problématiques relatives à l'investissement et à l'entrepreneuriat sur les marchés émergents. Donc Fanny, je te laisse peut-être te présenter d'abord. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Fanny Docher, j'ai passé 3 ans et demi avec Seedstar, notamment en Afrique subsaharienne, donc en allant travailler avec plus de 20 écosystèmes différents, donc dans 20 pays d'Afrique subsaharienne, et plus récemment surtout en Afrique francophone. Voilà, et moi je suis le pendant Moyen-Orient de Fanny, c'est-à-dire que je travaille sur les marchés émergents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dans l'accompagnement des entrepreneurs qui ont un fort potentiel d'impact, des entrepreneurs qui ont des startups tech principalement. Et voilà, et on facilite aussi l'investissement d'impact sur ces marchés-là. Donc voilà, donc on est Afrique, Moyen-Orient, et on travaille chez Seedstars. Alors Seedstars, pour vous donner une petite introduction rapide, en gros, Seedstars, c'est une boîte suisse qui est née il y a 7 ans, et qui a pour mission de changer la vie des populations sur les marchés émergents au travers de l'entrepreneuriat et de la tech. On fait ça au travers d'accompagnement technique, c'est-à-dire aider les entrepreneurs concrètement à faire grandir leur business model, à faire grandir leurs solutions et donc à avoir un impact sur le plus de personnes possible. Et en parallèle, on investit aussi dans des startups qui sont jeunes. Généralement, on investit dans des startups qui ont entre 0 et 3 ans. Donc voilà, ça c'est une toute petite introduction de Seedstars. Vous allez en apprendre un peu plus dans les minutes qui suivent. Donc je voulais commencer par vous présenter cette photo, qui est une photo qui a été prise à Lagos. Alors Lagos, c'est la capitale économique du Nigeria. On parle donc d'un pays de 200 millions d'habitants, donc c'est gigantesque. Alors cette photo, si je la montre à ma sœur, elle va me dire « tu me donnes la nausée, arrête ». Si on la montre à des gens comme Fanny et moi-même, on se dit « waouh, tellement d'opportunités, il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui ont une seule aspiration, c'est d'améliorer leur style de vie. L'améliorer à travers quoi ? L'améliorer à travers tous les secteurs possibles qui touchent leur vie, c'est-à-dire l'améliorer au niveau de la santé, l'améliorer au niveau de leur pouvoir d'achat, l'améliorer au niveau de leur style de vie, donc de où ils habitent, de l'énergie qu'ils consomment, etc. Donc, en d'autres termes, comment peuvent-ils, eux, se positionner de mieux en mieux dans un marché qui, comme on peut le voir, continue d'être très chaotique, très peu digitalisé et très fort basé sur les interactions humaines. On voit donc qu'il y a une différence assez marquante entre les économies qu'on pourrait appeler plus développées, comme la France, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, le Canada, l'Océanie, etc., et les économies qu'on pourrait appeler émergentes. Donc qu'est-ce qu'une économie émergente ? En gros, c'est des économies sur des marchés qui sont moins connectés avec le reste de l'économie. Donc c'est des économies qui sont en train de se développer, où on voit qu'il y a de plus en plus de flux financiers et d'interconnectivité, mais on n'est pas encore à des niveaux qui permettent une facilité d'échange financier entre les différents marchés. Donc on voit qu'il y a quand même une très claire distinction entre le marché nord-américain, européen, et l'Asie centrale est quand même très bien positionnée aussi, et le reste, qui sont donc en fait nos targets, nos marchés target, parce que nous on est présents du coup en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie, et qui est-ce que j'oublie ? L'Europe de l'Est. Voilà. Donc nous on travaille vraiment, l'idée derrière Seedstars, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aider à améliorer le PIB de tous ces gens qui vivent sur ces marchés-là, au travers de l'entrepreneuriat et de la tech. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'investissement à impact et donc de revenir un peu sur les raisons qui nous ont poussé Seedstars à se définir comme un investisseur à impact et pourquoi on a choisi cette mission. Donc aujourd'hui, on considère qu'il y a plus de 70% de la génération Y, comme on l'appelle, qui considère que la façon dont elle investit son argent est un moyen d'exprimer ses valeurs au niveau social, politique ou environnemental. Et où est-ce qu'on va trouver cette génération Y qui est née, on va dire, à partir des années 90 à peu près ? En fait, elle est très clairement aujourd'hui dans ce qu'on appelle les pays émergents. Donc là, on voit sur le graphe les pays qui sont représentés, ça va être le Bangladesh, l'Iran, l'Afrique du Sud. Donc cette génération qui décide de donner une valeur à son investissement, qui est peut-être plus sensible à ces questions d'impact social, se trouve dans ces régions.
Et qu'est-ce qu'on met derrière le terme investissement impact? C'est un investissement qui se donne clairement pour objectif à la fois le rendement financier et l'impact social, environnemental potentiel. C'est le conseiller au Trésor britannique, Sir Cohen, voilà, Sir Cohen, qui a écrit dans un livre qui s'appelle Le cœur invisible du marché, qui cite, qui considère qu'au XIXe siècle, on parlait du rendement financier. Au XXe siècle, on va parler du couple rendement et risque. Et ce siècle-là dans lequel on est, on va commencer à parler du trio rendement, risque et impact. Donc c'est vraiment une tendance qu'on voit se développer de façon très forte. Et donc notre enjeu, ça va être un peu de coupler le cœur invisible du marché, qui peut s'associer éventuellement, qui peut guider la potentielle main invisible si elle existe. Quelque chose qu'on va voir avec les entrepreneurs chez qui on travaille, et du coup qui va avoir un impact aussi sur la façon dont nous, en tant qu'investisseurs, on identifie des opportunités, c'est que on va comparer un peu le cafard, qui n'est pas forcément une très belle image, mais en fait qui se réfère à des entrepreneurs qui sont immortels, qui vont créer des business qui sont vraiment basés sur la résilience, l'agilité, qui vont survivre même quand il y a un changement politique, même quand la monnaie va se dévaluer de 50%. Comparé aux licornes qui sont plus sexy, qui font souvent les gros titres, mais qui ne sont pas forcément nous, les startups vers lesquelles on va se diriger. On va plus chercher des entrepreneurs qui vont mettre peut-être plus de temps, qui vont faire peut-être des valorisations d'entreprises moins élevées que sur d'autres marchés, mais qui, pour nous, ont vraiment ce potentiel d'impact sur long terme, qui proposent en général des innovations plus durables. Si on regarde en termes de secteur et comment est-ce que nous on va réfléchir parfois pour identifier les secteurs à impact, bien sûr ceux-ci sont assez définis notamment par l'ONU, mais juste un point qui est toujours intéressant quand on regarde l'évolution de la croissance du PIB dans le monde. Sur les 50 dernières années, on voit des différences très frappantes en termes de l'évolution de la croissance. Donc, par exemple, si on regarde la Corée du Sud, elle était à peu près, il y a 50 ans, au même niveau en termes de PIB que le Ghana, le Congo ou encore la Tunisie. Et quand on regarde, après 50 ans après, on voit des écarts qui sont très forts. Donc, il y a plein d'explications. Il y a plein d'explications qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Mais c'est quand même intéressant de regarder, par exemple, les investissements qui ont été faits dans l'éducation, de comparer, et on voit que finalement, les courbes de croissance, parfois, suivent à peu près les mêmes trajets. Donc, bien sûr, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais c'est de voir que l'investissement dans certains secteurs comme l'éducation peut vraiment avoir un impact très fort. Et il se trouve que beaucoup des entrepreneurs avec qui on va travailler vont être, par exemple, dans le secteur de l'éducation. Donc c'est juste un des impacts potentiels que les entrepreneurs avec qui on travaille peuvent avoir. Maintenant, un autre impact social que les entrepreneurs et les entreprises ont, c'est sur la création d'emplois. Donc ça, c'est vraiment une des missions de Seedstar, de l'investissement à impact en général. C'est vraiment le nombre d'emplois qui sont créés. Et nous, on est convaincus que les startups peuvent être vraiment des vecteurs de croissance d'emplois. Ici, alors, ce sont des chiffres qui sont pour le Royaume-Uni, mais qui montrent que 6% des entreprises qui sont considérées comme des entreprises à forte croissance, à fort potentiel de croissance, donc ici ce qu'on pourrait appeler des startups, et que 6% de ces entreprises sont responsables de 53% de la création d'emplois. Donc on voit vraiment que finalement, même si on n'est pas très nombreux, l'impact peut être assez fort. Et donc par exemple, si on prend 200 entreprises qui sont passées par le réseau Seedstar, elles sont responsables de plus de 2000 créations d'emplois. Et évidemment, ça c'est de la création d'emplois directe, ça va même au-delà de ça. Ici, on voit Endeavor qui a fait ce travail pour essayer de cartographier un peu l'écosystème à Buenos Aires et essayer de voir comment une entreprise
est capable de participer à un écosystème. Et là, on voit que finalement, il y a que, vous ne pouvez pas voir d'ici, mais il y a 3 grosses entreprises qui vont en fait créer tout un réseau de mentors, d'investisseurs, aussi de fournisseurs, et vraiment participer au développement de ces écosystèmes entrepreneuriaux. Et pour compléter, donc là on a vu les entreprises, et c'est même une personne qui va être entrepreneur, va être ensuite un mentor, un investisseur. Et là, c'est un peu l'impact, ça s'appelle l'effet multiplicateur. Et c'est comment une personne qui va être soutenue, par exemple par un accélérateur, par un incubateur, peut ensuite avoir lui-même tout un effet très positif dans l'écosystème où il est. D'où pour nous l'intérêt et vraiment la valeur de cette démarche d'investissement impact, qui derrière, évidemment, on est tout petit et Seedstar... je veux dire particulièrement, mais on est vraiment finalement pas très nombreux, mais on est persuadé que c'est la bonne démarche à avoir et que derrière, il y a vraiment des grosses opportunités pour tous. Donc si on regarde comment fait une entreprise justement qui est, comme le disait Fanny, on a 7 ans, donc on n'est vraiment pas très âgé. On est 86, il me semble, donc on n'est pas énormément. Et pourtant, on est présent sur 94 marchés et écosystèmes entrepreneuriaux sur 5 continents. Et on supporte des centaines d'entrepreneurs et on se rapproche aussi de la centaine d'investissements. Donc comment est-ce que ces 86 personnes arrivent à faire cet impact-là ? Alors voilà, donc le système Seedstars, il est basé sur, comme vous l'aurez compris, alors je ne sais pas si je suis en train d'inventer un mot, la tentacularité, l'effet d'être tentaculaire du réseau. Donc en effet, on est présent sur toutes ces petites étoiles bleues. Donc vous voyez, c'est vraiment principalement, et d'ailleurs exclusivement marché émergent. On a aussi quelques hubs physiques, on en a 13 dans le monde. C'est donc des espaces de coworking, c'est des espaces qui fédèrent des communautés, c'est des espaces où on organise des programmes d'accélération, d'incubation, en gros, où on accompagne les entrepreneurs de manière physique, au-delà de la dimension digitale qui, chez nous, fait complètement partie de l'ADN du groupe. Donc, en fait, la première étape pour nous, pour aller trouver ces entrepreneurs cafards, comme l'expliquait Fanny, c'est d'aller dans tous les pays. Donc, quelqu'un comme Fanny ou quelqu'un comme moi, on a voyagé beaucoup pour aller rencontrer les entrepreneurs, passer d'un pays à l'autre. Lundi, on est à Rabat, le mardi, on est à Casa, le mercredi, on est à Kuwait City, et le jeudi, on est à Bamako. On va rencontrer ces entrepreneurs. Notre idée, c'est comme jeter un filet de pêche. On jette un filet, on dit aux startups, on organise une compétition, venez pitcher, venez nous présenter votre projet. Si vous êtes sélectionné sur base de ce pitch et d'une analyse de dossier que nous, on fait en centrale avec nos analyses d'investissement, à ce moment-là, vous serez invité à rejoindre une formation organisée par Seedstars sur le terrain. Donc c'est typiquement des formations que nous donnions dans les villes dans lesquelles on se rendait. Suite à quoi, on réévalue le dossier de la start-up et on l'intègre à des programmes. Je vous expliquerai un peu plus loin. Alors de nouveau, ce qui est super important pour nous, c'est vraiment cet aspect impact. Alors je vous ai mis une petite citation de Mohamed Younous, qui a été prix Nobel de la paix, donc je pense que tout le monde a entendu parler de lui, et qui dit du coup que « The challenge I said before anyone who condemns private sector business is this. If you are a socially conscious person, why don't you run your business in a way that will help you achieve social changes, social objectives ?» Donc cette idée, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on marie le profit avec l'idée d'avoir un impact, qu'il soit social, qu'il soit environnemental, qu'il soit au niveau de la gouvernance des entreprises, etc. Profit with purpose en anglais, c'est vraiment les 2 P. Donc nous, on cherche vraiment ces entrepreneurs-là. Comment est-ce qu'on réalise ? En fait, on va vraiment sur le terrain. Alors vous voyez sur cette photo, par exemple, qui a du coup été prise, il me semble, à Dar es Salaam, pas certaine. On voit par exemple qu'on a par exemple notre CFO qui vient parler aux startups. Donc on essaie d'être dans la proximité pour comprendre non seulement le business model de l'entrepreneur, mais aussi qui est l'équipe derrière. Parce qu'en fait, investir dans une startup si jeune qu'une startup qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, et donc pas énormément de traction, c'est un énorme pari. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le venture capital, on l'appelle en français capital risque. C'est un vrai risque financier, un risque qui n'est pas de retour derrière. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est d'étudier le business model, mais aussi
le comportement du porteur de projet, sa résilience, son agilité, sa capacité à changer, à pivoter son business model en permanence pour faire face à tous les défis qu'on trouve sur les marchés émergents. Alors on peut parler de coup d'État, on peut parler de déflation de la monnaie, on peut parler de voilà, moi, un écosystème qui du coup m'a beaucoup marqué ces derniers mois, c'est Beyrouth par exemple, qui a eu le double jeu du coronavirus plus la double explosion, plus hier le port qui s'est de nouveau enflammé. Je veux dire, c'est des écosystèmes où il faut vraiment être agile et pouvoir repenser tous les matins comment est-ce que je peux faire survivre mon business et comment est-ce que je peux continuer de créer de l'emploi et d'avoir un réel impact sur le marché sur lequel j'opère. Donc voilà, donc nous, quand on se rend dans les pays, on cherche vraiment ce type d'entrepreneurs-là, ces petits entrepreneurs cafards. Donc voilà, on a également les hubs qui, eux, ont vraiment vocation à fédérer les communautés. Donc les hubs, ils sont positionnés dans des écosystèmes qui sont extrêmement vibrants et donc qui ont une influence sur le reste des écosystèmes de la région. De nouveau, pour vous parler d'une région que je connais de mieux, on a notre hub au Caire. Alors au Caire, il fait très chaud, on a de la chance, on a même un gigantesque jardin. Mais du coup, le Caire, c'est vraiment un écosystème qui donne le là au niveau de la région Moyen-Orient. Il y a Dubaï et le Caire qui sont un peu les grosses villes. Donc pour nous, l'idée, c'est d'avoir une communauté qui est très soudée là, d'aider les entrepreneurs, et les entrepreneurs, derrière, ils vont potentiellement s'étendre à d'autres marchés. Ou un entrepreneur à Koweït, par exemple, va se dire comment on fait un entrepreneur dans un écosystème qui est très actif comme le Caire, et donc ils vont regarder ce qui s'y passe. Donc voilà, on s'est mis stratégiquement dans 12 villes de par le monde pour installer des hubs. Donc voilà, Abidjan, où Fanny a passé quelques années, Astana, qui s'appelle d'ailleurs Nour El Sultan, je suis désolée, j'ai pas changé le nom sur ma slide, Bogota, le Caire, Dar, Mexico, et j'en passe. Et du coup, on voulait juste prendre l'occasion pour vous parler d'une entrepreneuse en particulier, Viviane Waka, qui a lancé MedSaf. Et donc ça, c'est un exemple, on l'a rencontrée à Seedspace Lagos. MedSaf, c'est une entreprise qui vise à contrôler la qualité des médicaments qui sont faits, donc, pour commencer, au Nigeria, et de les proposer à des établissements hospitaliers, des médicaments qui sont du coup contrôlés et surtout livrés. Je remets on sur mon micro. Donc voilà, donc, moi je reprends le fil de mon histoire. Donc on se rend dans les pays, on rencontre les startups, on les forme sur des périodes courtes. Ensuite, on va vraiment sélectionner les business models qui sont faits pour durer. Alors vous allez me dire, comment est-ce que vous savez quel business model est fait pour durer? Vous n'avez pas de boule d'Irma. Non, je vous confirme, on n'a pas encore la boule d'Irma et on ne peut pas non plus lire dans le marc de café. Mais par contre, on a ce point de vue de par le fait qu'on soit présent sur presque une centaine d'écosystèmes, où on a en fait une équipe en centrale qui est capable de dire mais ce modèle-là, on l'a vu au Vietnam, ça a super bien fonctionné. On voit que les conditions régulatoires, les conditions d'éducation, etc. sont très similaires dans, je sais pas moi, au Fidji. Bon, c'est pas du tout le cas en l'occurrence, mais imaginons. Du coup, ce business model présent qu'on voit au Fidji, on voit qu'il a fonctionné au Vietnam, donc potentiellement il y a un fit. Pour ça, on ne le fait pas exclusivement basé sur la mémoire d'un analyste qui est basé à Genève. Bien au contraire, on a développé des outils, alors je vous ai mis des petits screenshots, on en a développé plusieurs, qui sont des outils d'analyse qui analysent 6 facteurs qui permettent de comprendre en fait si le business model évolue dans un environnement où il va se retrouver libre d'avancer, c'est-à-dire où il n'y aura pas de barrières juridiques, financières, régulatoires, ou au niveau de la manière d'investir ou de recevoir un investissement étranger typiquement. Donc voilà, donc il y a pas mal d'analyses qui passent derrière nos séjours avec les entrepreneurs sur le terrain. Donc si on continue, on rencontre Viviane Waka, elle nous présente MedSaf. MedSaf, on a vu tout de suite qu'il y avait une opportunité de marché. En effet, ne serait-ce qu'en Afrique, il y a à peu près un médicament sur 10 qui est soit contrefait, soit qui est en dessous des standards de l'OMS. Donc on voit qu'il y a un vrai problème qui est là, et derrière un marché très important. Ensuite, il y a une vraie attractivité, par exemple, du marché du Nigeria, qui est, comme on l'a déjà cité, une population très forte, avec aussi une croissance économique intéressante, et puis un business model très prometteur. Donc MedSaf, ce qu'ils font, c'est que d'un côté, ils peuvent vendre des données aux fabricants de médicaments pour partager les tendances et qu'est-ce qui est acheté en ce moment sur les médicaments. Et puis surtout, de l'autre côté, les établissements hospitaliers qui sont leurs clients, ils vont prendre des commissions sur la vente des médicaments.
Et donc, ensuite, une traction qu'on a vue où, sur les 6 premiers mois, c'était des chiffres d'affaires de 100 000 $ assez rapidement, des différents indicateurs qui étaient vraiment, vraiment prometteurs. Et donc, évidemment, on était très heureux de sélectionner Medsaf. Alors, ce que vous me direz, je ne sais pas s'il y a des investisseurs dans la salle, mais s'il y a des investisseurs dans la salle, la première question que vous allez me poser, c'est me dire, mais du coup, le coût de votre due deal, il est gigantesque. Comment est-ce que vous faites pour aller analyser les milliers, parce que du coup, on parle de milliers d'entrepreneurs qu'on rencontre chaque année. Et bien, en fait, le système qu'on a mis en place fait que l'équipe d'investissement en centrale, quand je dis en centrale, bon, en réalité, je vais vous épargner les détails, mais on en a qui sont à Porto, on en a qui sont au Ghana, on en a qui sont un peu partout. Mais bon, en centrale, c'est-à-dire qu'il n'est pas dédié à une région. En fait, on les fait venir une seule fois par an dans une région. Donc, Fanny et moi, typiquement, on est passé d'un écosystème à l'autre dans chaque région. Donc, ma petite histoire du lundi à Rabat, du mardi à Casablanca, et du mardi à Koweït et du mercredi à Bamako. On a rencontré tous ces entrepreneurs, on les a analysés, on a travaillé avec eux virtuellement sur quelques mois. Ensuite, au mois de décembre chaque année, on invite les gagnants de chaque écosystème, c'est-à-dire la start-up la plus prometteuse de chaque pays. Donc on va prendre la start-up la plus prometteuse du Caire et on va la mettre ensemble avec la start-up la plus prometteuse qu'on a rencontrée en Libye. On va toutes les amener ensemble à un sommet régional. Alors typiquement, l'année dernière, pour la région MENA, c'était à Casablanca. On s'est tous retrouvés à Casablanca. Donc nous, on se retrouve avec 16 startups pour la région MENA, parce qu'il y a 16 pays. Et on fait venir notre équipe d'investissement en centrale, qui du coup fait une due deal sur 3 jours en donnant des bootcamps, en organisant des rendez-vous avec les entrepreneurs, etc. Donc en fait, c'est une due deal qui est très cloisonnée géographiquement, parce qu'après, ces sommets régionaux, on sélectionne 50% des startups qui ensuite vont être passées sur une due deal beaucoup plus longue qui va mener à une décision d'investissement ou non. Donc en fait, des centaines d'entrepreneurs que j'ai rencontrés dans la région MENA l'année dernière, on en a sélectionné 16 qui sont venus avec nous à Casablanca. Sur les 16 de Casablanca, on en a sélectionné 8 qui sont passés au crible pour voir si on va investir dans ces startups-là. Donc en fait, le coût de la due deal, il n'est pas si grand que ça, grâce au modèle d'entonnoir. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer plus ou moins. Et ensuite, du coup, quand on sélectionne les startups, quand on les passe au crible, on leur dit très bien, maintenant, on pense qu'on va investir dans votre projet parce que c'est un projet qui est à fort potentiel. Mais avant d'investir, on veut s'assurer qu'on ne soit pas trompé dans notre pari. Donc on va vous accélérer. On va accélérer votre business. Donc pendant 3 mois, on va travailler en très forte proximité avec vous, ce qui nous permet encore une fois de tester les business models, de vérifier si nos hypothèses sont bonnes et ensuite de vérifier si l'équipe est aussi une équipe qu'on appelle coachable. Donc est-ce que c'est des gens qui sont prêts aussi à recevoir et à écouter des besoins qu'ils auront en termes de leur croissance, et seulement après ça, on décide d'investir. Voilà, et donc c'est comme ça que Medsaf nous a rejoint notre programme. Et là, vous voyez des séances de discussion, de réseau, où c'est vrai que c'est souvent intéressant pour ces entrepreneurs d'avoir accès à un réseau plus élargi, vraiment international, et que ce soit en termes de mentors, d'investissement aussi. Et je rajouterais même de porosité entre les marchés. Non, à cette table, on a des entrepreneurs qui viennent vraiment de pays différents. Mais on essaie de les regrouper justement par secteur pour qu'eux aussi ils apprennent de ce qui se passe sur les autres marchés. Ce qui est évidemment une des raisons pour notre présence ici, c'est de voir qu'il y a aussi des bonnes idées sur les marchés émergents qui peuvent servir aux écosystèmes français ou européens de manière plus générale. Donc voilà, et puis le but final évidemment pour nous, c'est de dire si on met un ticket dans une startup, si on investit, notre idée, c'est évidemment que la start-up grandisse, profit with purpose, donc c'est qu'elle grandisse en termes de revenus, qu'il y ait un retour sur investissement pour nous, et qu'elle grandisse en termes d'impact social, donc tout ce qu'on mentionnait plus tôt, création d'emplois, création d'un impact social, création d'un impact environnemental, etc. Alors là, on vous a mis des flèches grandir vers l'international. C'est pas toujours grandir vers l'international. Certaines startups réussissent très bien en grandissant sur leur marché, c'est-à-dire en démultipliant le type d'activité qu'elles font, en essayant de toucher d'autres targets, etc. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant la crise du Covid, où plein de startups qui s'étaient dit, prenons encore l'exemple iconique d'une startup, bon pas si iconique que ça, on a une startup en Égypte qui travaille en health tech et qui avait prévu, après s'être étendu au Nigeria, il s'était dit on va aller ouvrir au Pakistan, qui est un autre gros marché,
émergents parce que la classe moyenne est en train de grandir, etc. Donc ils s'étaient dit super business opportunité, boum, Covid, plus possible d'aller au Pakistan, ça n'est pas du tout le bon moment pour faire fonctionner la start-up. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de voir comment ils pouvaient avoir un plus grand impact en Égypte et au Nigeria. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça par recruter des infirmières locales qui avaient perdu leur emploi parce qu'elles avaient, elles aussi, pris le Covid et du coup, elles ne pouvaient plus aller à l'hôpital et donc, eux, l'employaient de manière virtuelle. Donc, en fait, ils recréent une énergie sur un marché de manière locale. Donc, mes petites flèches vers l'international, ça peut être vers l'international, ça peut aussi être vers étendre sa base au niveau local. Voilà, et du coup, on voit un exemple, Medsav qui reçoit des fonds lors du sommet Seedstar là, de la fondation Bill et Melinda Gates, qui va ainsi aussi, grâce à leur soutien, diversifier un peu ses activités. Et du coup, toujours avec cette idée qu'on est là aussi pour que les entreprises aussi vont soit diversifier, soit passer à d'autres pays, et d'où l'intérêt d'avoir vraiment de continuer à développer ces réseaux internationaux, interrégionaux. Donc voilà, alors évidemment, tout ce travail-là, on ne le fait pas seul. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas seul? On ne le fait pas seul parce qu'on croit vraiment qu'il y a un réel besoin de dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Sans ça, ce n'est pas possible d'y arriver. Il y a un réel besoin de répondre à une demande. Notre idée, ce n'est pas du tout d'arriver au Myanmar et de dire « boum, on veut s'installer au Myanmar ». Non, si on s'installe au Myanmar, c'est parce qu'il y a une réelle demande qui vient de la population au Myanmar et des partenaires présents au Myanmar, que ce soit des partenaires du secteur privé ou des partenaires du secteur public. Donc, on vous a mis quelques exemples que vous connaîtrez probablement, Microsoft, Enel, GSMA, Continentals, et puis après, au niveau des banques de développement, idem, vous en connaissez probablement certaines. Alors, il y a des fondations, il y a des banques, AFC, qui est la SFI, la Société financière internationale de la Banque mondiale, il y a le cher panda de WWF, etc. Mais aussi des gouvernements. Alors, je ne vous ferai pas le jeu des drapeaux, mais vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez. Donc voilà, tout ça pour dire que l'idée de la communauté, elle est vraiment ancrée dans s'installer avec des partenaires pour catalyser l'impact qu'on peut avoir. Donc, se pose maintenant la question, pour qui et pourquoi investissons-nous? Alors je pense que pour qui investissons-nous, on vous l'a un petit peu expliqué. Pourquoi investissons-nous? Eh bien, on investit dans l'impact, d'abord parce qu'on y croit. Là, vous avez deux exemples en face de vous de gens qui sont un peu passionnés par leur travail. Il y en a 86 comme nous. Mais on n'est pas les seuls à y croire. Si on regarde les recherches Google, alors ça c'est simple, Google Trends de la recherche des mots Impact Investment, on voit qu'il y a quand même une très forte croissance, principalement depuis la crise de 2008. Donc c'est un domaine qui a le vent en poupe, parce que les gens ont compris que fonctionner sur un modèle exclusivement financier, alors c'est pas juste ce que je dis, sur un modèle qui est exclusivement axé sur le retour d'investissement financier, n'est potentiellement pas soutenable pour la démographie qu'on devra soutenir dans les années à venir et les défis auxquels on est amené et on sera amené à faire face. Donc, on voit qu'investir pour de l'impact, c'est important. Comment définir l'impact? Alors là, encore une fois, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et surtout, c'est un secteur qui est en train d'évoluer, donc il n'y a pas une définition ou deux définitions clés. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Nous aussi, on a recherché un peu, on a travaillé avec la fondation Agridius, je pense, Agridius, qui est une fondation suisse, et on a défini 74 indicateurs d'impact qu'on traque de manière hebdomadaire, mensuelle, quadrimestrielle et annuelle. Donc je vous passe les 74 indicateurs. Mais donc voilà, on essaye de traquer notre impact à ce niveau-là. Pour vous faire un petit résumé des secteurs qui sont porteurs d'impact, il y en a évidemment beaucoup. Mais du coup, on regarde plutôt des secteurs à fort impact, comme les services financiers, tout ce qui est GovTech, tout ce qui est RegTech, l'éducation, comme tu mentionnais il y a quelques minutes, real estate, l'énergie, l'agriculture, la santé. On pourrait aussi rajouter le transport, typiquement. Enfin, voilà. Donc, c'est des secteurs qui ont un fort potentiel d'impacter la société de manière générale et d'impacter de par la création d'emplois, surtout grâce aux nouvelles technologies. Alors quand on regarde, bon, je suis désolée, le chiffre n'est pas bon, c'est 9,56. Quand on regarde les assets under management, alors la traduction, je ne l'ai pas, les actifs en gestion, sous-gestion, en gestion, ouais. Désolée, pas de... Voilà. On voit qu'entre 2013 et 2019, ça a fait un bond de presque 10%. Et là, je vous parle des assets qui sont dédiés à l'investissement d'impact.
Par contre, si vous regardez le titre de ma slide, ou de ma slide précédente, je ne sais plus, bref. En tout cas, on parle aujourd'hui d'un manque d'investissement d'impact de 5 billions de dollars d'ici à 2030. Alors 5 billions de dollars d'ici à 2030, ça représente quoi? C'est pas juste un chiffre qu'un enfant de 5 ans peut montrer sur sa main, c'est un chiffre qui représente le nombre d'investissements dont on aura besoin pour arriver aux objectifs du développement durable dans TikTok, moins de 10 ans. On n'y est pas. On n'est même pas à 1%. Donc on voit que c'est extrêmement positif que ce soit en train de monter x10, mais par contre, on est à 1%. Donc nous, c'est ça notre mission. C'est d'essayer de catalyser ce 1%. Alors, je vous jump toute la théorie sur l'investissement d'impact, mais par contre, j'aimerais vous donner un petit exemple qui va vous montrer à quel point ça peut avoir de l'impact. Je vous donne l'exemple indien, où en Inde, on voit que depuis 2013, le nombre d'investissements d'impact ont réussi à toucher entre 60 et 80 millions de personnes. Donc en fait, l'investissement d'impact, c'est pas une blague, c'est pas quelque chose qu'on maquille pour dire retour sur investissement, mais on met une petite couche de ESG. Non, c'est quelque chose qui peut avoir un réel impact. Et si on regarde des pays à très forte démographie, comme l'Inde, on voit que ça peut vraiment, vraiment aider. Vous voyez là les secteurs qui ont été les plus porteurs en Inde, l'inclusion financière, l'éducation, l'agriculture et la santé. Ça continue d'être extrêmement d'actualité, et encore plus maintenant si vous ouvrez le Financial Times le matin. En première page, il y a immanquablement le mot Inde qui est lié à un de ces secteurs-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas seulement une trend, c'est aussi quelque chose qui a un réel impact et qui a été prouvé. Voilà, alors là, on rentre dans un aspect un tout petit peu plus financier. Si on regarde ce même exemple en Inde, quel est le retour sur investissement d'un investissement à vocation d'impact? On voit que les retours ont été très spread. Il y a un grand spread, un grand écart entre les retours. Je suis désolée, je fais plein d'anglicismes, qui était de moins 50 jusqu'à plus 60 retours sur investissement. Donc, pas très indicatif. Surtout, on voit que ça peut être soit négatif, soit positif. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder la moyenne du retour sur investissement d'un investissement d'impact. Quand on regarde la moyenne en Inde, on voit qu'elle est à 11%. C'est-à-dire que le retour en investissement est plus de 10x. C'est pas mal. Voilà, alors là, pour vous donner un peu quelques exemples de startups dans lesquelles on a investi, au moment où on a investi dans ces startups, ça, c'est les prévisions qu'on avait sur leur levée de fonds. Donc, c'est quand même des startups qui ont un retour positif et qui potentiellement arriveront à contribuer aux fameux 60 à 80 millions qu'on voit dans l'exemple indien. Donc voilà, je vous les passe. Comme vous voyez, elles sont un peu géographiquement séparées. Les Émirats, la Bolivie, le Myanmar, l'Égypte, le Chili, le Nigeria, l'Angola, le Ghana. Et vous voyez qu'on est toujours sur des retours qui sont assez prometteurs pour des startups en seed stage. Voilà. Donc, pour résumer tout ce que je vous ai raconté, en gros, on commence par sourcer, c'est-à-dire on jette le grand filet, on va à la pêche aux poissons. Donc c'est Fanny et moi qui sautons dans des avions tous les 2 matins. On n'est pas fiers de notre empreinte carbone, d'ailleurs. Ensuite, l'accélération, c'est Medsaf qui passe par un programme où on l'aide. Et ensuite, c'est Medsaf dans laquelle on investit et qui aujourd'hui nous rend fiers de notre investissement. Donc Fanny, je te laisse peut-être partager quelques leçons du terrain avant qu'on finisse. Oui, exactement. On s'est dit, on espère qu'on vous a donné envie, et en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas forcément l'investissement impact, de s'y intéresser. Et puis, donc, nous, notre travail, c'est de travailler notamment surtout dans les pays émergents. Et donc, on s'est dit, surtout s'il y a quelques entrepreneurs parmi vous qui sont intéressés pour aller, par exemple, en Afrique subsaharienne, on a voulu partager avec vous quelques leçons. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. Ça peut être complètement discuté, mais voilà un peu quelques grandes lignes qu'on a sélectionnées. Quelque chose qu'on voit, c'est quand on veut s'adresser à des populations à très faible revenu, c'est souvent difficile de toucher ces populations qui ne sont pas forcément celles qui vont prendre le risque et qui ne vont pas forcément avoir un taux d'adoption très élevé. Du coup, souvent, ce qu'on conseille, c'est de s'adresser à des groupes qui sont plutôt dans le revenu moyen d'un pays,
Et ensuite, au fur et à mesure, de réussir à baisser du coup ses coûts de production et du coup de toucher voilà, les populations qui sont plutôt dans le bas de la pyramide de revenus. Donc pour vous donner un exemple de start-up avec qui on a travaillé, qui travaille avec justement ces populations qui sont en bas de la pyramide, il y a Jami Africa qui en Tanzanie propose une assurance à moins de $1 par mois pour les populations les plus défavorisées et qui fait ça grâce à l'utilisation de téléphones mobiles. Donc par exemple, elle a vraiment, donc c'est une entrepreneuse, Liliane Maikwa, qui a vraiment réussi à baisser au fur et à mesure ce prix, mais qui n'a pas commencé avec un prix aussi faible. Un autre exemple, enfin quelque chose à garder en tête, c'est que souvent la croissance peut être un peu plus lente que les exemples qu'on peut voir en Europe notamment. Avec des exits qui prennent souvent plus de temps. Pour ça, on peut citer un peu parfois quelques défis. Le fait que dans beaucoup de pays, le pool de talents, donc en termes de ressources humaines, est plus limité. Donc ça peut créer aussi voilà, plus de difficultés. Souvent, le financement est plus lent. On voit des investisseurs qui sont parfois plus frileux. Aujourd'hui, le capital vient encore souvent des États-Unis, d'Europe. Donc là, il y a tout un travail, enfin, il y a des réflexions très intéressantes pour parler du continent que je connais le mieux en Afrique subsaharienne, pour voir comment est-ce qu'on fait pour aussi avoir de plus en plus d'investisseurs qui viennent du continent, qui vont sûrement avoir des approches très différentes aussi dans leur façon de sélectionner les entrepreneurs et qui vont souvent comprendre les business. Donc juste pour finir, des marchés plus complexes, une expansion transfrontalière qui peut être plus difficile que prévu. Donc, par exemple, on appelle une start-up qui vend des panneaux solaires au Burkina et qui était très étonnée de voir la différence de comportement des agriculteurs qui veulent acheter ces panneaux solaires en Côte d'Ivoire. En fait, c'est assez évident, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes revenus. Mais c'est vrai que parfois, on voit, notamment pour des Français qui viennent, où on a parfois une vision très cliché et très limitée de ces pays. Et ça, c'était juste pour finir sur une note positive sur les investissements qui sont en train d'augmenter, notamment dans le secteur de l'impact. Mais voilà, ça c'était du coup très bref parce que je vois qu'on est à la fin du temps. En tout cas, nous, le message qu'on veut vous faire passer, c'est vraiment de suivre ce qui se passe. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez des ambitions pour aller sur ces marchés, on vous encourage et on espère que vous ferez partie de la communauté Seedstar et qu'il y a plein de choses passionnantes à suivre et qu'en France, on a beaucoup à apprendre de ces marchés aussi.